Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque consacré à la qualité de l'air dans et autour des écoles. Toujours soutenu comme hier par nos fidèles partenaires que sont l'ADEME, l'Agence régionale de santé, le Conseil régional et la DREAL des Hauts-de-France. Un peu moins soutenu par la SNCF puisque la grève annoncée a occasionné le départ précipité de certaines personnes qui hier étaient avec nous en présentiel et qui ont dû regagner leur région d'origine en catastrophe hier soir et qui donc vont participer mais en distanciel, notamment Madame Duésio qui donc était là hier et qui va conclure ce colloque, mais qui le fera en distanciel à son grand dame. Donc merci et bravo à ceux qui ont réussi à rester présents pour cette deuxième journée. Donc nous allons avoir donc 2 tables rondes successives. Alors là, hop, je prends la télécommande, voilà. Donc une table ronde animée par Agnès Lefranc consacrée à la réduction des émissions aux stratégies d'achat. Nous ferons ensuite une petite pause et nous aborderons la table ronde suivante consacrée à l'implication de tous les acteurs pour agir sur la qualité de l'air dans et autour des écoles, avant de passer donc à la conclusion. Donc je vais appeler... Alors voilà, ouf, c'est bon, c'était pour passer à nos intervenantes en distanciel. Donc je vais appeler sur la scène Madame Agnès Lefranc, donc responsable du service parisien de santé environnementale et coprésidente du conseil scientifique de la PPA, qui va animer cette table ronde. Et donc Monsieur Olivier Savy, qui étant de la ville de Lille, n'a pas été gêné par la grève SNCF et qui peut être présent parmi nous. Voilà, et donc je vais passer la parole pour l'animation à Agnès Lefranc. Je te laisse prendre le diapo. Merci beaucoup Corinne. Bonjour aux participants et aux participantes à la table ronde. Bonjour à tous. Alors on est effectivement bien moins nombreux qu'hier, en effet. Bon après, c'est pour une fois qu'on est dans le Nord, on n'en repart plus. On n'en repart plus. De gré ou de force, on n'en repart plus. Donc effectivement, cette table ronde d'une heure va être consacrée pour thématique la réduction des émissions et au travers des stratégies d'achat. Alors vous avez les différentes présentations d'hier nous ont permis d'avoir un aperçu des déterminants de la qualité de l'air dans les écoles. Et vous avez vu bien sûr, et ça avait fait l'objet d'une question hier, qu'il y avait les caractéristiques des bâtiments, notamment en termes de localisation, de ventilation, d'aération, mais aussi d'émissions des matériaux de construction utilisés. Et puis, vous avez également vu pour la qualité de l'air intérieur le rôle des émissions des matériels et produits qui se trouvent dans les écoles, dont bien sûr les fournitures scolaires et les produits d'entretien. Donc ça, c'est le constat un peu académique, le corpus de connaissances qui existe aujourd'hui sur le rôle de ces différents déterminants. Mais quand on est collectivité territoriale, pour l'action, ce sont aussi des leviers sur lesquels on peut agir, notamment au travers des stratégies d'achat qui sont mises en œuvre par les collectivités territoriales. Et c'est ce qu'on va tenter d'illustrer au travers d'expériences inspirantes au cours de cette table ronde. Alors, nous allons parler du bâti au travers d'une intervention donc, de M. Olivier Savy, chargé de mission santé environnementale au service des risques urbains et sanitaires de la ville de Lille, qui va présenter le référentiel technique et environnemental des établissements scolaires que cette collectivité a développé. Et puis, on va rentrer dans les écoles, dans leur fonctionnement courant, qu'il s'agisse d'y apprendre ou de les nettoyer, avec d'une part une intervention de Mme Soline Martin, responsable de projet à Medieco Conseil et Formation, qui présentera la démarche qui a permis de mobiliser très concrètement au niveau d'une collectivité le levier de la commande publique pour privilégier des fournitures scolaires peu émissives. Et puis ensuite, nous entendrons Madame Anne-Sophie Moussa, docteure en pharmacie et cofondatrice de l'agence Safely, entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui présentera quelques outils utilisables par les collectivités territoriales pour accompagner leurs achats de produits d'entretien en faveur d'une réduction de la présence de substances dangereuses dans les établissements accueillant des enfants. Je vais donc laisser la parole à chacun des intervenants pour une dizaine de minutes chacun, ce qui nous laissera ensuite un temps conséquent pour des échanges avec la salle. Voilà, donc tout de suite, Monsieur Olivier Savy. Le micro fonctionne? Non? Oui? Vous m'entendez? Non. Et comme ça? Oui, ça marche mieux. Bonjour à tous, donc effectivement Olivier Savy de la ville de Lille, donc je suis chargé de mission santé environnementale au sein d'un service qui est le service des risques urbains et sanitaires
Donc mes thématiques de prédilection, c'est la qualité de l'air intérieur, extérieur, mais aussi les questions de s'il ces sols pollués, de bruit et d'une façon plus globale, l'urbanisme favorable à la santé. Et donc on aide nos collègues des différents services sur ces questions-là et on mène aussi parfois nos propres projets. Donc aujourd'hui, je vais vous rapporter pas un projet que le service a porté, mais vraiment un projet porté par la ville, par l'ensemble des services, qui est la constitution d'un référentiel technique et environnemental pour nos écoles. Voilà. Donc effectivement, la ville avait souhaité mener une démarche poussée en termes de performance énergétique et de qualité environnementale des bâtiments pour chacune de ces opérations d'équipement scolaire. Donc historiquement, l'ambition, c'était vraiment de s'inscrire dans l'amélioration des bâtiments, thématiques de développement durable. L'idée, c'était bien le bien-être et la santé des occupants, donc aussi bien les enfants que le personnel qui intervient, que ce soit du personnel d'éducation nationale ou du personnel ville, puisqu'on a les deux types qui interviennent. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir optimiser le fonctionnement de nos équipements tout en ayant des solutions techniques efficaces. Donc c'est un travail qui a été initié depuis 2017. Alors le référentiel que je vais vous présenter, c'est un peu l'aboutissement. Il y a eu plusieurs versions, on a avancé, tâtonné. Ce qui nous a vraiment permis de bien avancer, c'est notamment un travail qui a été engagé avec le bureau d'études Verdi, lors de la construction d'une crèche qui était à proximité du quartier Concorde, donc un quartier en renouvellement urbain qu'on a qualifié de quartier à santé positive, puisqu'on voulait prendre dans ce quartier en renouvellement urbain les problématiques non. Petit souci technique, voilà. On voulait prendre dans ce quartier les problématiques de qualité d'air et de bruit, puisque c'est un quartier qui est situé à proximité de l'autoroute, pour ceux qui connaissent l'île, entre la porte des Postes et l'entrée CHR. Donc, et se partage pas en ligne ? Ok, bon, on me dit. Je vais continuer à parler pendant ce temps-là. Donc, ce premier travail avec Verdi a été, en fait, a eu deux objectifs. Un, la constitution d'un référentiel. Alors, à l'époque, il était limité aux questions qui touchaient le quartier à santé environnementale. Donc, on était sur les thématiques énergie, bruit et qualité d'air. Mais l'idée, c'était pas seulement d'avoir un référentiel, c'était aussi d'avoir une démarche d'accompagnement pour que ce qu'on écrive dans notre programme environnemental, ça soit aussi ce qu'on obtienne à la fin dans notre bâtiment. Et donc, l'accompagnement de Verdi nous a été fait depuis la phase concours jusqu'à la phase PC. Et donc, l'idée, c'était qu'à chacune des phases de ce projet-là, on puisse s'assurer est-ce qu'on est dans le respect des clous de ces objectifs. Voilà. C'était plutôt satisfaisant, mais on s'est rendu compte que... Alors, du coup, j'arrive plus à passer. Peut-être que c'est avec la télécommande. Non. J'ai encore un problème technique. Oui, mais j'arrive plus à... C'est lequel? Ok, d'accord. Ok. Donc, en fait, ce référentiel, il est bâti suivant 7 thématiques. Donc, vous avez ici représenté donc l'énergie et l'eau, les matériaux bas carbone et l'économie circulaire, nature, biodiversité, agriculture urbaine, etc. Plus une septième, donc 6 qui sont issus du pacte l'île bas carbone, les 6 premières, et la dernière qui est prescription technique générale, qui est un peu aussi le constat des services techniques de différents services sur finalement les bonnes pratiques, les bons usages, avec des illustrations de voilà, ça c'est plutôt bien et ça il faut plutôt éviter. La présentation de ce référentiel, elle se veut plutôt claire et pédagogique,
avec la présentation des objectifs qui sont rappelés dans des encadrés, qui rappellent les exigences, les performances et les objectifs attendus dans un cadre bleu, donc avec par exemple des niveaux en décibels pour les questions d'isolement, un niveau de ventilation en débit pour la ventilation, des points de vigilance, des conseils, et puis aussi quelques informations qui permettent de, on va dire, diffuser plus largement ces questions-là. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément fait une présentation détaillée de l'ensemble des éléments, notamment des prescriptions techniques. Vous pourrez les retrouver dans le document, mais l'idée, c'est de voir un peu les différentes grandes thématiques qui sont abordées. Bon, pour énergie et eau, on a la question de la conception bioclimatique, donc les apports vitrés, avec des éléments sur les baies vitrées, notamment la répartition en fonction des façades, les questions des critères de compacité. Concernant l'enveloppe, on va retrouver des choses assez classiques en matière d'énergie, donc c'est aussi bien les questions d'isolation, de pont thermique, la qualité, les caractéristiques techniques des menuiseries extérieures, les protections solaires, sur quelle façade, est-ce que c'est fixe, amovible, etc. La question du choix des équipements, la question du suivi pro, avec des suivis des consommations, avec dès la phase pro, à faire un lien avec une mission commissionnement et suivi d'énergie. Concernant donc les matériaux bas carbone, économie circulaire, donc vous avez des choses sur les émissions, donc avec un objectif à minima E3C1, l'utilisation de bois et de matériaux biosourcés, avec quand on utilise du bois, un bois certifié, une exigence en termes de poids, de quantité de matériaux, d'être le moins équivalent au niveau 1 du label bâtiment biosourcé, la question de gestion des déchets, etc., etc. Bon, sur la question de la nature et biodiversité, agriculture urbaine, donc des éléments effectivement sur le développement de la biodiversité. Ce qu'il faut noter, c'est que au niveau des espèces, des choix végétales, on a une exigence en termes sur le critère allergie, et donc pas plus de 5% de plantes très allergisantes, ça doit être 15% de moyennement allergisantes et le reste de plantes peu allergisantes. Donc c'est un élément qu'on prend en compte. Une dimension bien-être qui intègre à la fois le confort visuel, le confort acoustique, avec des questions sur, par exemple, localiser son établissement sur la carte du bruit pour, avant de commencer à implanter le bâtiment, voir un peu où on met les pieds, des questions sur l'isolement renforcé, et sur la question de la qualité de l'air, on a essayé de développer un peu une méthodologie. Donc tout d'abord, où est-ce qu'on s'installe? Donc localiser le projet sur la carte stratégique. On en a parlé hier pour Atmo Grand Est, et donc Atmo Hauts-de-France a aussi fait une carte stratégique pour la ville la métropole européenne de Lille, donc qu'on utilise nous pour localiser nos projets. Et donc déjà savoir est-ce qu'on est dans une zone qui est plus ou moins affectée par la pollution routière ou pas, et en tenir compte pour l'orientation de nos bâtiments. S'intéresser aussi aux questions éventuellement de pollution de sol, puisque c'est aussi une réalité et qu'on a quelquefois des difficultés par rapport à ça, et ça peut venir impacter la qualité de l'air. On s'est fixé des objectifs ambitieux en termes de débit, puisqu'on souhaite atteindre des débits de 30 mètres cubes par heure et par personne. Et on a constaté, lorsqu'on fait des mesures, quand on a des débits importants, miracle, les taux de CO2 sont plutôt faibles et parfois même très bons. Des obligations sur la filtration de l'air entrant, ne pas oublier la ventilation naturelle, traversante, avec des fenêtres qui peuvent fonctionner en oscillobattant pour avoir une adaptabilité. Alors l'idée aussi, c'est pas seulement de travailler sur la ventilation, mais c'est aussi de pouvoir travailler sur le rafraîchissement nocturne à ce niveau-là, et donc d'avoir des capacités de ventilation naturelle qui puissent venir permettre de rafraîchir le bâtiment à certaines périodes. Le choix des matériaux, forcément, alors avec du A+, mais avec le choix d'avoir certains labels pour certains matériaux. Des niveaux de polluants en réception, en COV totaux, en benzène, formaldéhyde, en indicicone. Donc là, on s'est plutôt basé sur les valeurs guides. Voilà, mais avec l'espoir effectivement que l'ensemble de ces mesures permettent d'être bien meilleures que ces valeurs recherchées. Et puis les contrôles en réception, en termes d'échantillité, de débit de polluants après une étape de surventilation, pour s'assurer effectivement que le bâtiment qu'on va livrer, avant de mettre des enfants, respecte un peu les exigences qu'on s'est posées.
Alors, des éléments sur l'adaptation au changement climatique, avec notamment l'obligation de réaliser une STD, une simulation thermique dynamique. On a parlé de protection solaire, de la ventilation naturelle. Également, les questions sur la rafraîchir l'îlot avec une conception de bâtiments qui permettent la circulation de l'air, la présence de pleine terre, les toitures terrestres végétalisées, les coloris, les matériaux, enfin des choses somme toute assez classiques, mais des fois qui peut être important de rappeler. Et on s'est intéressé aussi aux questions de mobilité durable avec l'obligation de réfléchir à un schéma de mobilité à l'échelle de l'opération et puis effectivement la question du stationnement des vélos, notamment. Alors, les prescriptions techniques générales, donc c'est ce que je vous expliquais, un peu les choses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est une base de données des retours d'expérience de la ville de Lille sur ce qu'on peut appliquer par lot et par domaine de construction. Donc là, vous voyez par exemple une diapositive où on a c'est ici un panneau solaire qui est plutôt à l'ombre du bâtiment. Donc effectivement, des fois, on peut se poser la question. Donc c'est pour essayer de guider aussi la conception pour que on ne renouvelle pas les erreurs du passé. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que ce référentiel, qui liste toute une série de mesures, il s'applique aux différentes phases du projet. Et donc, à chaque phase du projet, là, je vous ai mis que quelques exemples, mais on a un certain nombre de documents qu'on attend pour cranter, en fait, effectivement, et avancer sur le projet pour s'assurer qu'on ne dérive pas par rapport à cet objectif. Donc, que ce soit dès la phase concours esquisse où on va déjà commencer à demander des calculs PHPP, des notices descriptives. Sur la cathédrale, on reste sur un document plutôt léger, mais qui demande à décrire la stratégie. Et au fur et à mesure, quand on va passer dans la phase APS, APD, Pro, chantier, réception, exploitation, on va avoir des éléments pour justement s'assurer qu'on reste dans le droit de fil de ces éléments-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous semble relativement important parce que le meilleur programme qui peut être conçu peut être réduit à néant si effectivement, on en parlait encore hier, une bouche de ventilation qui n'est pas branchée, et c'est une ventilation qui ne marche pas et donc du coup il y a un impact sur la qualité de l'air. Et donc c'est des démarches qu'on souhaite développer, alors qu'ont été, on va dire, plus ou moins mises en place, puisque là, ce que je vous ai présenté, c'est la dernière version du référentiel, donc qui tient compte du pacte qui a été signé l'année passée pour un urbanisme, pour le pacte de l'île carbone, donc un pacte pour un urbanisme plus favorable au développement durable et à la santé. Mais bien avant, on a pu expérimenter des cahiers des charges un peu plus réduits, moins ambitieux, sur plusieurs écoles. Donc une qui est située au quartier Lépine à LM, une qui a été inaugurée cette année, porte de Valenciennes. On a un projet de crèche donc, que j'ai mentionné, qui est en cours de construction au quartier Concorde, et un équipement mutualisé sur le quartier Concorde, donc qui regroupe à la fois une école maternelle, élémentaire, une bibliothèque, un local pour une association, qui est à l'étape concours. Et donc dès l'étape concours, on a voulu avoir effectivement des compétences sur la qualité de l'air, sur l'acoustique, sur l'énergie, pour accompagner l'architecte sur ces questions-là. Et c'est des critères de choix qui ont fait qu'on a sélectionné quelques candidats pour présenter les projets et qui seront à la prochaine phase déterminants pour le choix. On a parlé des équipements neufs, donc on en a quelques-uns qui ont été construits, mais on a aussi beaucoup de projets de rénovation, et donc l'idée c'est aussi d'adapter ce référentiel au projet de réhabilitation parce que effectivement on ne va pas pouvoir toujours faire comme on veut, notamment en termes de ventilation. La mise en place d'une VMC double flux n'est pas toujours aisée quand on est en réhabilitation, et donc il va falloir qu'on réfléchisse aussi sur la façon dont ça peut s'adapter. Voilà. Et pour les contacts, du coup, c'est vraiment un travail. Moi, j'ai participé sur la partie bruit et qualité d'air, mais ça fait appel à beaucoup de gens dans notre service, notamment la maîtrise d'ouvrage et conduite d'opération qui a piloté le projet avec les services techniques, le service de la mission transition écologique et résilience et d'autres services pour bâtir ce référentiel qui est encore apté à évoluer, je pense, dans le futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis il reste disponible tout à l'heure pour les questions et pour la table ronde. Merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a un bâtiment idéalement localisé, avec toutes les garanties d'être dans des conditions optimales en termes de matériaux de construction, de ventilation, d'aération, enfin tout ce qui vient d'être présenté. Donc, qu'on soit dans cette situation-là, qu'on soit dans une école ancienne réhabilitée ou qu'on soit dans une école, entre guillemets, dans son jus,
Je pense par exemple à tous les établissements type Jules Ferry qu'on a dans des villes denses un peu anciennes. On peut aussi agir au travers de ce qu'on met dans ces écoles. Et donc, je vais passer la parole à Soline Martin pour la présentation des résultats de l'étude Trousser, qui concerne donc le matériel scolaire, si j'ose dire. C'est vous qui partagez votre... je vais partager mon micro. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pour l'instant parfaitement. Ok. Alors bonjour à tous. Je vous remercie pour votre invitation et je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce projet Trousser. Je suis donc Soline Martin, responsable de projet au sein de Medieco. Qui est Medieco? En fait, c'est un bureau d'études qui s'intéresse à la relation entre la santé et le bâtiment. La santé au sens large, donc à la fois le bien-être physique, psychique et social des individus. Et on s'intéresse à toutes les thématiques de santé, et plus particulièrement la qualité de l'air intérieur, puisqu'on a une expertise depuis près de 35 ans sur le sujet. On accompagne à la fois des maîtrises d'ouvrage privées et publiques à mieux intégrer ces enjeux sur toute typologie de bâtiments, mais plus particulièrement sur les établissements accueillant des enfants, puisque c'est bien sûr les plus vulnérables. On est par ailleurs partenaire de plusieurs projets de R&D, recherche et développement, mais au sens appliqué du terme, pour apporter des outils visant une meilleure connaissance des sources de dégradation de la qualité de l'air intérieur et des technologies de renouvellement d'air, par exemple. Et bien souvent, ces projets sont permis grâce au soutien de l'ADEME et aux subventions de l'ADEME. Donc là, je vais vous présenter un des projets de R&D qu'on a déjà réalisé, qu'on a porté avec la ville de Grenoble en 2018. Donc le projet Trousser constitue en fait une aide au choix des fournitures scolaires pour une meilleure qualité de l'air intérieur dans les écoles de la ville de Grenoble. Il a été réalisé avec plusieurs services de la ville de Grenoble et Xavier Morelli, qui est aujourd'hui en charge de ces services, s'excuse de ne pas être présent. Mais vu que j'ai été moi au cœur aussi du projet, je peux vous présenter une synthèse de ce qui s'est dit dans ce projet et ce qu'il faut en retenir. Dans le contexte, l'idée n'est pas de revenir sur le contexte et pourquoi c'est important de parler de la qualité de l'air. Simplement, effectivement, les enfants sont les plus vulnérables. C'est pour ça que Grenoble s'est d'abord intéressé à cette population et est très vigilant depuis pas mal d'années. On se resitue en 2018 au projet. Donc là, en 2018, le contexte réglementaire existait déjà, bien sûr, de surveillance réglementaire. Par contre, parmi toutes les sources de pollution de l'air intérieur, à la fois extérieur et intérieur, ce sujet des fournitures scolaires était très peu inventorié. On avait très peu d'informations. Ce qui est extraordinaire, en fait, un peu comme sur ce sujet, c'est qu'il n'y a aucune réglementation spécifique à ces produits, c'est-à-dire qu'en fait, c'est au bon vouloir du fabricant. S'il décide que sa fourniture scolaire peut être similaire, comme un jeu, disons-nous, il y a le marquage CE qui encadre quand même un petit peu les choses et qui apporte des contraintes. Par contre, si le fabricant décide que ce n'est pas un jeu, alors il n'est pas soumis à ces contraintes et pas de réglementation nationale. Il n'y a pas non plus de directive européenne non plus sur le sujet. Et pourtant, plus de 12 millions d'élèves français sont concernés par ce sujet. Et le problème, surtout, c'est que les enfants utilisent de très près ces fournitures scolaires. Donc, les voies respiratoires, en fait, sont la première voie d'exposition aux fournitures scolaires. Et ce qui a aussi posé question au sein de la ville. Et par manque d'information, les collectivités ne peuvent introduire dans leur marché public des exigences pour fournir aux enfants des produits biocompatibles et faiblement émissifs. Donc là, la ville de Grenoble a souhaité aller plus loin pour proposer, bien sûr, aux enfants, aux enseignants, des fournitures scolaires respectueuses de leur santé et impulser la prise en compte de la qualité de l'air auprès des acteurs économiques, c'est-à-dire auprès aussi des fabricants, pour pousser un peu le sujet. Donc ici, on se replace en 2017. La ville de Grenoble avait déjà défini un plan de gestion de la qualité de l'air intérieur dans les ERP.
déjà initié une réflexion sur le vaste sujet de la caractérisation sanitaire, avec une première étape de travaux préalables à Trousserre qu'on avait fait auprès d'eux. Et puis en 2017, donc, ils ont souhaité approfondir la réflexion, aller plus en profondeur dans la caractérisation sanitaire de ces fournitures scolaires afin de proposer aux enseignants un catalogue de produits respectueux de la qualité de l'air intérieur. Et là, c'est Trousserre qui a donc été réalisé. Donc, 2 objectifs. D'abord, c'est de produire des clauses sanitaires afin d'intégrer dans son cahier des charges pour le marché des fournitures scolaires des clauses pour chaque famille de produits. Et puis, deuxième champ de Trousserre, c'est de mettre en place des actions de sensibilisation à la fois des élus, des enseignants et aussi des parents d'élèves. Donc, les acteurs, c'est d'abord la ville de Grenoble, bien entendu, qui porte ce projet avec Medieco. Et puis, on a aussi le Centre scientifique technique du bâtiment qui est venu en appui fortement pour tout ce qui est mesures en chambre d'essai, donc mesures pour aller caractériser les émissions. Et puis, aussi un illustrateur. Donc, le projet a été réalisé grâce au soutien de l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet ACTER 2017. Ici, je vous présente, mais vraiment très rapidement, les travaux préliminaires qui avaient été faits juste avant Trousserre, parce que l'histoire commence un peu avant, avec une première étude en 2017, où on a fait une étude biblio de la littérature à la fois nationale et internationale pour chercher des infos sur les compositions et les émissions des fournitures scolaires. Donc à partir de là, on a regardé quels étaient les produits et les critères à retenir dans les catalogues pour analyser. On a effectué une analyse sanitaire en fait en se faisant des catégories. L'objectif a été de voir les produits qui exposent le plus les enfants. Et on a fait 4 classes suivant la pertinence et avec certains critères à ce stade. Donc là, à ce stade, 115 fournitures scolaires avaient été analysées dans un premier temps. Et puis ensuite, Trousserre vise à aller plus loin. On a complété en fait l'analyse d'abord bibliographique, on a consolidé ces données-là par l'analyse vraiment sanitaire plus approfondie de ces 115 fournitures. Et puis on allait plus loin en rajoutant encore 52. Issus plutôt cette fois-ci de grandes surfaces pour un peu élargir aussi le champ des produits analysés. Trousserre, c'est aussi des interviews d'experts et d'enseignants. C'est aussi et là c'est le vrai plus de Trousserre par rapport à l'étude qui précède, c'est d'aller vraiment caractériser en chambre d'essai, en laboratoire, qu'est-ce que donnent 34 de ces fournitures-là en termes d'émissions dans l'air. Et puis ensuite on a fait une analyse comparative du coût, savoir si ces produits faiblement émissifs sont plus chers ou moins chers que les produits habituels. Donc Trousserre, l'objectif, c'était bien sûr l'objectif principal, c'était d'intégrer des clauses sanitaires dans son cahier des charges pour l'achat des fournitures. Donc là, bien sûr, il faut être précis, sans trop l'être aussi. Il faut pouvoir rédiger, ensuite des guides d'aide au choix des fournitures scolaires. Et puis des réunions ont lieu, bien sûr, avec les directions, éducation jeunesse, directeurs et directrices d'école et direction de la communication. Et puis on a effectué donc des ateliers. Vous retrouvez en fait dans le rapport complet qu'on a effectué pour l'ADEME et qui est sur Internet, vous aurez le lien, toutes les clauses pour les 17 familles de fournitures. Donc là, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous donner toutes les clauses une par une, simplement vous les retrouvez vraiment dans le dossier, puisque c'est bien public vu que c'est un soutien avec l'ADEME. Donc là, vous retrouvez toutes ces clauses-là. Par contre, ce qui en sort aussi, c'est ces documents de sensibilisation. Donc d'abord, une infographie d'une page sur les fournitures scolaires qui marche assez bien pour donner les points clés. Et puis ensuite, un document un peu plus détaillé de 13 pages sur le format que vous connaissez sûrement des dossiers de l'ADEME. Une fiche pratique donc dans la catégorie clés pour agir que vous connaissez peut-être. Et donc là, ce document va quand même plus en profondeur pour sensibiliser les élus, les enseignants, les parents d'élèves. Ce qui est important à dire, c'est quand même qu'il n'y a pas que les enfants qui sont exposés. C'est sûr que les adultes respirent aussi ces fournitures scolaires. Simplement, dedans, on donne plus d'infos. Par exemple, comment les enfants sont exposés. Il y a bien sûr la voie par inhalation. Par exemple, pour les feutres. Les feutres permanents peuvent émettre du xylène, un hydrocarbure. Mais il y a aussi d'autres voies. Par exemple, la voie par ingestion. C'est le cas des phtalates. Les phtalates, c'est ces fameux perturbateurs endocriniens. On peut les mâchonner dans les gommes, par exemple, puisque un plastique qui est devenu souple, pour qu'il devienne souple, il faut mettre des phtalates.
Et donc ces phtalates, on peut les retrouver du coup par ingestion. C'est le cas des crayons, des gommes par exemple. La voie oculaire aussi. Quand on a un produit et qu'on se frotte les yeux, ça peut quand même arriver, c'est bien sûr moins fréquent. Et puis aussi le contact cutané, le cas des peintures aux doigts. Par exemple, quand on a des peintures les doigts, il y a des molécules allergisantes parfois, et ces molécules allergisantes peuvent se retrouver ensuite en exposition chez les enfants. Donc, pareil, ce document donne par exemple, on est exposé à quoi? Des grandes familles. Il y a les phtalates que je parlais, les perturbateurs endocriniens. Il y a aussi les fameux solvants de différents types, cétone, hydrocarbures. Voilà. Et puis aussi la grande catégorie des conservateurs. Donc là, je ne veux pas faire développer tous ces sujets-là, mais disons, ce document rassemble bien les infos. Pour vous donner quelques éléments sur ce qu'on a pu étudier en termes de coûts, on a heureusement conclu que les produits faiblement émissifs sont pour la plupart moins coûteux. L'impact économique sur le budget des collectivités et des familles est positif. Donc on pourra rentrer dans le détail si vous voulez après, mais globalement, c'est pas parce qu'on choisit des produits meilleurs qu'ils sont plus coûteux, et ça c'est bon signe. C'est le cas aussi des produits dans le bâtiment. Choisir des produits plus respectueux de l'air intérieur, c'est pas forcément un surcoût, c'est juste aller chercher les bons produits et les bonnes compositions. Voici le lien pour aller chercher le rapport final Trousser. C'est dedans que vous retrouverez toutes les clauses notamment et tout ce que je viens de vous dire, mais avec plus de détails. Et ensuite, je voulais, pour les 2 minutes qui restent, parler un peu de mon retour que j'ai obtenu de Xavier Morelli, qui lui travaille au sein de la ville de Grenoble, sur les retours en fait que ce projet a pu donner. Donc il y a plusieurs quand même éléments de réussite. Bien sûr, le nombre d'élèves concernés par ces travaux, puisque ce travail-là a permis quand même de toucher à plus de 13 000 élèves au sein de la collectivité et de commencer à traiter du sujet. C'est pas miraculeux, on va pas dire que le sujet est traité. Par contre, il y a quand même un gros un gros effort qui a été fait, qui a été valorisé en fait par l'AMI du ministère, qui s'appelle Territoire engagé pour mon environnement, ma santé. Donc là, un petit article aussi que Xavier avait mis et qui pourra aussi vous permettre de voir la valorisation du projet. Et aussi, quelques éléments pour vous dire où ça en est aujourd'hui. Donc, il y a eu un gros investissement de temps, enfin, c'est vrai, entre services, entre différents services et au sein du service notamment lié à la santé, qui a du coup limité le temps derrière dédié à l'évaluation qualitative et quantitative. Donc ça, c'est vraiment un sujet, quand on préparait la table ronde qui va suivre, c'est un sujet qu'on pourra développer. Effectivement, il y a assez peu d'analyses pour vous dire aujourd'hui où ça en est. Par contre, où ça en est aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a eu un peu de perte d'infos au sein des enseignants. Le sujet, il faudrait renouveler la sensibilisation pour que ça puisse marcher. Et aujourd'hui, il y a un nouveau marché, le marché va être renouvelé au premier semestre 2023, et là la ville a vraiment envie que ce soit l'occasion de solliciter le titulaire du marché pour obtenir des infos, des statistiques sur le avant-après, ce que ça a donné en termes de sélection des produits, pour ensuite donner des suites pour la suite du marché. Je vous laisse aussi, ils ont aussi étendu les clauses sanitaires pour d'autres marchés publics, donc ils se sont intéressés au mobilier, aux produits d'entretien eux aussi. Et puis ils ont un projet aussi, le SPASER, sur le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Voilà, et puis juste pour conclure, pour vous dire que le projet Trousser, c'est un des projets, mais aussi on a un projet en cours qui peut vous intéresser, c'est le projet Crèche Pifree. Donc ce projet, en fait, Crèche Pifree, qui comme perturbateur endocrinien. Donc l'objectif, c'est de limiter les composés organiques semi-volatiles perturbateurs endocriniens dans l'air et les poussières des crèches. C'est avec la ville de Toulouse. Et c'est un projet aussi qui va viser à limiter les phtalates, les retardateurs de flammes, par exemple, dans la construction des crèches, mais aussi dans tout ce qui est lié à l'usage. Donc, autre exemple en cours d'un projet que vous pourrez retrouver peut-être dans un an et demi, en termes de conclusion. Voilà, je vous remercie, et puis bien sûr, à votre disposition pour répondre à vos questions dans quelques minutes.
Merci beaucoup. Alors justement, la conclusion sur la mention des SPASER, effectivement les SPASER, c'est un dispositif qui s'impose aux collectivités territoriales qui découle de la réglementation nationale. Il y a par ailleurs, et on a vu l'illustration sur Grenoble, une volonté forte au niveau des collectivités, le plus souvent d'avoir dans les achats des clauses qui permettent d'atteindre l'objectif d'être socialement, écologiquement et du point de vue de la santé responsable. Par contre, c'est vrai que, étant moi-même dans une collectivité territoriale, on est parfois un peu dépourvu sur la façon de faire, comment rédiger les clauses, etc. Et donc, la dernière présentation va illustrer les outils qui peuvent être utilisés pour accompagner les achats de produits ménagers. Donc, je passe tout de suite la parole à Anne-Sophie Moussa. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? On vous entend bien. Est-ce qu'on voit, voilà, on voit pas nécessaire. Ah, ça y est, c'est bon. On voit en plus votre présentation. Donc tout là où, à nouveau, tout est parfait. Super. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc on va parler effectivement produits ménagers. Avant ça, je vais présenter la structure et la façon dont on travaille, les enjeux effectivement en détergence et aussi au niveau réglementaire. Et puis on ira sur les outils qui existent déjà. Donc, je suis Anne-Sophie Moussa, j'ai cofondé l'agence CEFLI, qui est une entreprise de l'ESS, dont la mission est bien de réduire les expositions des publics vulnérables aux substances chimiques préoccupantes, dont les perturbateurs endocriniens. Donc, on va évidemment avoir une grosse action sur la qualité de l'air intérieur. Pour ça, en fait, de par la formation scientifique, on va s'accaparer toute cette littérature française ou internationale, s'appuyer aussi sur les avis des agences et sur les réglementations et les mises à jour. Donc, on va toucher à quelques réglementations à travers cette présentation. Donc, liées aux détergents, mais il y a aussi les cosmétiques, les jouets, Soline en parlait tout à l'heure. Et notre métier, c'est bien de transformer tout ça en recommandations pratico-pratiques pour implémenter concrètement sur les territoires. Donc, on travaille comme opérateur d'agences régionales de santé ou en direct avec des collectivités et également on accompagne des professionnels de santé. Alors, déjà des outils qui sont disponibles sur cette thématique. Alors là, je vous présente des outils qui ont été réalisés dans le cadre d'un contrat pluriannuel avec l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a le lien pour aller chercher ces outils-là. Donc, ils ont été faits dans le cadre de la stratégie santé-environnement à petite enfance. Donc à destination des crèches, mais il y avait dans la stratégie, on a les 0-6 ans et évidemment tout ce qu'on va préconiser en crèche est totalement valide pour les écoles. Donc le premier guide, c'est bien un guide qui tourne autour des produits du quotidien, c'est le premier levier d'action pour agir. Donc nettoyage, hygiène, loisirs créatifs, contenants alimentaires et puis évidemment on va aussi regarder tout ce qui est ventilation et pratique d'aération. Il y a aussi un guide autour de tout ce qui est bâtir et rénover. On a complété ça évidemment avec des choses spécifiques sur les produits de désinfection en temps de Covid, mais on a aussi touché à la thématique des couches jetables. Les outils en bleu, là, je vais vous les détailler après. Donc, c'est des outils qui sont destinés aux acheteurs publics. Au-delà des outils, il y a effectivement nécessité aussi, pour mettre en œuvre parfois, de venir avec un programme d'accompagnement. Donc, Soline en parlait aussi, le fait de pouvoir sensibiliser, de toucher toutes les parties prenantes. Donc, c'est bien la première phase, première étape par laquelle il faut passer dans ce genre de démarche. Là, on entre par la voie de la commande publique, mais évidemment, il y a les services comme l'éducation ou la petite enfance, le bâtiment aussi, la prévention. Donc, bien mettre tous ces acteurs autour de la table pour rappeler quels sont les enjeux et pourquoi on va parfois bousculer les habitudes ou les pratiques. Il y a aussi, on passe aussi par une étape d'audit qui est importante puisqu'on va être vraiment in situ, voir ce qui se passe dans l'école ou dans la crèche. Donc, quels sont les achats, qu'est-ce qu'on a comme produit en présence, mais aussi quelles sont les pratiques, et j'y reviendrai.
Parce qu'au-delà de choisir les bons produits, il y a aussi comment on les utilise, est-ce qu'on respecte bien les consignes, et tout ça, ça va aussi participer de l'exposition et de l'impact sur la qualité de l'air intérieur. De ça découle un plan de changement avec des indicateurs qui va être une feuille de route à court, moyen et long terme pour la collectivité pour faire cette transition et accompagner le changement. Alors, en détergence, quels sont les enjeux? On a parlé tout à l'heure de phtalate, le mot a été lâché, qui est une grande famille. Et s'il y a une seule étude sur laquelle on va juste aller rapidement, c'est l'étude d'imprégnation Esteban qui est sortie fin 2019. Donc là, on est vraiment sur une étude de biosurveillance. On va aller prélever des échantillons de cheveux, d'urine, de sang. Donc là, chez 2500 adultes et plus de 1100 enfants. Et donc, on a mesuré l'imprégnation à 6 familles. Donc là, j'ai zoomé sur les phtalates, puisqu'on voit bien que c'est une famille chimique qu'on va retrouver dans des produits extrêmement divers, dont les produits d'entretien, cosmétiques et autres. Alors, l'étude montre que tout le monde est imprégné, mais que malheureusement, les enfants sont plus imprégnés que les autres. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. Le contact main-bouche, l'exposition aux poussières aussi, et puis tout ce qui est ce qui va être exposition par la voie alimentaire. Les enfants, surtout au jeune âge, mangent énormément en rapport avec leur poids. Donc les voies d'exposition, elles vont bien être au nombre de 3, respiratoire, cutané et alimentaire. Alors nous, qu'est-ce qu'on va aller regarder dans tout ce qui est produits de détergence? C'est est-ce qu'il y a des produits ou des substances CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les COV, est-ce que tout ce qui va être allergène, sensibilisant, cutané. On va regarder aussi les pratiques de désinfection, donc les biocides, et puis les fameux perturbateurs endocriniens. Quand on regarde ça, évidemment, on est sur la santé des enfants, mais aussi celle des agents et des usagers de ces lieux. Au niveau réglementaire, quelques points. On est sur la réglementation européenne. On a plus de 100 000 substances sur le marché et 500 qui ont été étudiées de manière extrêmement drastique au niveau des dangers et des expositions. Donc voilà, on a un peu du temps à rattraper sur cette question-là. On était très optimiste au printemps avec une feuille de route très ambitieuse de la Commission européenne qui disait les familles là, que j'ai précisées. Malheureusement, la réglementation REACH, qui est la réglementation des produits pour l'enregistrement et l'évaluation de ces produits au niveau européen. Il y a eu aussi au printemps un forum sur les perturbateurs endocriniens. Donc là, vous devez reconnaître les pictogrammes de danger qui apparaissent. Donc c'est sur la réglementation CLP, donc ça apparaît sur l'étiquette des produits. Et il y a en cours donc une révision de cette réglementation afin de pouvoir inclure le risque de perturbations endocriniennes. Voilà. Donc on a encore des choses en cours qui ont encore un peu des trous dans la raquette pour l'instant. Là, on va aller voir ce qu'on peut constater lors des audits, que ce soit en école ou en crèche. On a fait plus de 70 tests de jour. Sur la détergence, focus détergence, on a souvent beaucoup trop de produits. Notre triste record aujourd'hui, c'est 52 produits différents dans une même structure. Des produits aussi qu'on ne souhaite pas avoir dans ce type d'établissement. Il y a d'autres produits qui existent pour remplir les mêmes fonctions. Donc là, c'est un produit avec un pictogramme d'un danger pour la santé. Des fois, c'est les substances qui vont l'être et on va aussi regarder à ce niveau de détail. Il y a aussi le contexte Covid qui a parfois amené à des situations, un peu des débordements. Donc, comme là à gauche, la pulvérisation de produits biocides la nuit et sans rinçage et réintroduction des enfants au matin. Et il y a un AMI dont je voulais vous parler. Donc ça, ça a été mené par l'association des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine, c'est 3AR. Donc c'est eux qui ont mené cette AMI en faisant appel à nous pour l'expertise santé-environnement, donc sous l'égide de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, où on est allé voir en fait quels avaient été les produits et les pratiques en temps de pandémie. Donc dans 3 écoles maternelles,
Donc le constat, il est relativement en ligne avec ce que je vous ai dit précédemment. Donc là, on avait jusqu'à 9 détergents désinfectants dans la même structure. Parfois, la norme virucide était absente. Des produits surodorants. Et ça relie à ce que disait hier monsieur de Dunkerque sur voilà, la culture de il devait y avoir une odeur pour que ce soit propre. Alors, le propre n'a pas d'odeur. Peu de produits labellisés et pas de pratique de rinçage. Le rinçage étant évidemment à l'élimination des résidus chimiques, voilà, surtout dans des endroits où il y a encore du main-bouche par les enfants. Donc, bien souvent, une non-maîtrise des produits achetés et du risque chimique. Et puis, parfois, des protocoles Covid qui sont encore perdus. Dans cette réglementation détergence, malheureusement, on n'a pas l'accès à la composition intégrale du produit. Là, c'est une photo d'un produit cosmétique où là, la réglementation cosmétique exige cette liste. Mais on a d'autres outils sur lesquels s'appuyer, donc l'étiquette, la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Et puis les labels aussi sur lesquels on peut s'appuyer. Donc vers quoi on amène les collectivités, c'est de repartir, mettre les choses à plat et de repartir du besoin pour avoir un nombre de produits différents limités. Parfois aussi aller vers de la sobriété chimique en se passant pour certaines étapes de chimie et en accent sur soit la température à travers la vapeur ou la microfibre pour les aspects mécaniques, et puis s'appuyer sur les écolabels. Les pratiques aussi, on ne va pas remplacer un produit A par un produit B. Parfois, on va aussi, on peut parfois s'en passer. Et puis, il y a aussi cet aspect de comment on utilise le produit, est-ce qu'on a la bonne dilution, le bon temps de pause, etc. Donc, tout ça, c'est aussi un travail au-delà de la commande publique. C'est ça que je voulais dire. Donc, les outils aujourd'hui pour les acheteurs publics, donc, qui sont à disposition, qui sont en ligne. Il y a un guide pratique entretien et l'hygiène qui a été fait donc, dans le cadre de la stratégie santé environnement jeune enfant, qui va en fait reprendre des recommandations générales, mais aussi il y a un closier type, donc pour piocher pour vos documents de consultation des entreprises, donc soit qui peuvent être introduits dans le règlement de consultation ou le CCTP. Et puis il y a aussi un bordereau de prix unitaire avec une liste donc de produits incontournables et un cahier des charges. Ce qui est important de dire, c'est qu'on va aussi avoir des informations sur évidemment les bonnes étapes, prendre son temps, bien préparer son marché en amont, l'étape incontournable du sourçage aussi, de prendre le temps de rencontrer les fournisseurs. Et puis comment on va. Il y a aussi la question de où est-ce qu'on place le curseur. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est une exigence? Est-ce qu'on intègre un critère santé-environnement pour favoriser les offres mieux-disantes? Donc, il y a aussi tous ces éléments-là dans cet outil-là. Il y a eu un outil aussi sur l'achat des gels hydroalcooliques qu'on a fait. On a vu aussi fleurir tout un tas de produits exotiques à partir d'un produit qui doit être normalement avec très peu d'ingrédients. Donc, il y a un outil sur ces achats-là. Et sachez qu'on prépare un outil du même type. On a déjà une fiche Saniscore, si je puis dire, pour évaluer les savons ou les produits lavants. Et 3AR va travailler pour traduire ça pour les achats publics. Donc, les dernières années de cette pandémie, ça nous a fait aussi beaucoup avancer sur ce travail sur la détergence. Il y a aussi beaucoup d'alternatives et d'innovations, de choses, d'approches commerciales qui ont cours aussi à cette période-là. Donc, on a tout consolidé en fait dans un guide qui va sortir. Alors, on est à quelques semaines près, on est en train de le relire, le formater. Donc, il sera prêt en tout début d'année. Donc, c'est un guide de transition vers moins de risques chimiques qui sera vraiment une boîte à outils avec notamment, pour un peu voir d'où on part, un exercice d'auto-évaluation. Voilà, c'est important de savoir d'où on part pour aussi peut-être pas essayer de faire un trop grand pas d'un coup et de parfois risquer une infructuosité dans son marché. Donc, le message, c'est que évidemment la volonté politique va venir largement aider.
Pour les opérationnels, parfois, on se dit les marchés publics, ça peut être un frein, mais nous, on voit bien que c'est un levier puissant et un accélérateur, mais qu'il faut aussi être sûr dans la démarche d'inclure les différentes directions. Soline en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'acteurs pour faire avancer les choses. Mais on sait que les fabricants et les distributeurs bougent. Il y a une demande qui émerge différente et du coup, ils adaptent leur offre. Donc, on a une offre mature, on a une réglementation qui est assez favorable et puis on a des économies qui sont possibles et je crois qu'on en reparlera dans la discussion. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, je suppose, j'ai vu qu'il y avait des questions qui arrivaient au moins sur le chat et puis il y a probablement des questions dans la salle. Je pense qu'effectivement, vos différentes présentations ont de toute façon très bien illustré combien l'achat public était un levier extrêmement important. Alors, à la fois avec un bénéfice direct pour la collectivité qui met en œuvre ces clauses ou ces critères de choix dans ses achats, mais aussi, et comme vous l'indiquiez, je pense à un effet... pour le coup bénéfique à l'ensemble des collectivités territoriales, voire à l'ensemble des citoyens, par le fait que ça structure le marché et que ça incite de fait l'ensemble des fournisseurs et prestataires à développer une offre, voire à ne plus faire que du favorable à la qualité de l'air pour ce qui nous intéresse, mais également sur tous les critères solidaires et écologiquement ou sanitairement, on va dire, responsables, ça bénéficie un peu à tout le monde. Peut-être pour démarrer la discussion, moi j'avais une question. Est-ce que ça vous semble du coup suffisant, ce levier achat public pour structurer le marché et arriver à ne plus avoir sur le marché que des produits qui respectent un certain nombre de critères en matière de qualité de l'air, ou est-ce que vous pensez qu'il faut que ça s'accompagne, et ça a été un peu évoqué au travers malheureusement de l'abandon de la révision de la réglementation REACH, mais est-ce que vous pensez qu'il faut quand même aussi à un moment que les aspects réglementaires avec de l'interdiction qui s'impose à tous les fabricants ou un dispositif d'autorisation de mise sur le marché, comme c'est le cas pour les biocides ou le médicament, soit mis en place ? De même pour la construction, est-ce qu'il faut avoir des réglementations comme ça peut être le cas sur certains aspects d'économie d'énergie J'aurais tendance à dire l'un ne va pas aller sans l'autre. On l'a vu par exemple sur les peintures. On a une réglementation qui est sortie. Ça a quand même tendance à, entre guillemets, épurer le marché. On voit, chacun peut voir quand on va en magasin de bricolage, que maintenant les peintures classées C, c'est vraiment certains types de peintures très techniques sur lesquelles finalement on n'a pas eu de solution, et que grosso modo l'offre de marché actuellement c'est du A, du A+, voire avec maintenant ils vont chercher d'autres labels pour se différencier. Donc la réglementation elle a quand même cet intérêt. Après on peut se poser la question de son évolution. Sur l'exemple des peintures, maintenant que tout est A+, est-ce qu'il ne va pas falloir effectivement aller un peu plus loin ? Sur la question de la ventilation, par exemple, la ventilation des bâtiments, un peu le parent pauvre depuis très longtemps. Donc là, les collectivités peuvent être moteurs dans leurs demandes, mais je pense qu'on a quand même un besoin, un coup de main de la réglementation pour avancer. Et les initiatives sur les marchés publics, elles peuvent être intéressantes pour essayer effectivement d'aller voir un peu plus loin, titiller certains fabricants pour essayer d'avoir un peu d'innovation ou d'aller chercher des critères très spécifiques sur des marchés particuliers où les besoins sont, où les exigences sont renforcées, comme sur les crèches par exemple, ou les écoles, sur ces questions-là, quoi. Madame Moussa et Martin, si vous voulez compléter. Pour vous répondre, évidemment, je suis en ligne avec Olivier, c'est que c'est les deux en fait. Donc pour l'instant, en fait, en attendant la réglementation qui tarde, et là on a un peu été déçus, en attendant ça, évidemment, faire bouger la demande, c'est un levier qui marche. Nous, on le voit tous les jours. Alors après, c'est comme dans tous les segments, c'est-à-dire qu'il y a ceux les fabricants qui y croient et qui y vont naturellement. Il y a ceux qui voient que la demande bouge, alors ils y vont parce que faut bien répondre à ce type de clients. Et puis il y a ceux qui tardent à bouger.
Donc, mais je pense qu'effectivement, en attendant que la réglementation avance, la structurer le marché, ça marche. Madame Martin, si vous vouliez intervenir. Attention, non, c'est bon. Votre micro est coupé, par contre. Hein. Non, je disais que je vous rejoins, Anne-Sophie et Olivier. Donc ça a été complété, effectivement. Voilà. C'est très complémentaire aussi, je pense, à la même chose. On peut toujours aller plus loin que la réglementation, mais la réglementation, quand même, en France, par exemple, pour les matériaux, c'est déjà une première, de sensibiliser et de communiquer sur la fameuse classe A+. Après, la réglementation existe, donc ça, c'est quand même très bien. Par contre, dans les marchés publics, on peut aller plus loin, par exemple en demandant effectivement la classe A+ systématique et non plus A, B ou C, puisque effectivement, sauf les produits très techniques, sur le reste du marché, il existe tout ce qu'il faut en A+. Et quand je dis aller plus loin, c'est par exemple ne pas se limiter au A+, mais aller par exemple chercher les rapports d'essai de laboratoire, puisque le A+ est autodéclaratif. Donc on peut aller plus loin en demandant les justificatifs, ou bien même viser certains labels spécifiques aux produits. Donc voilà, pour aller plus loin, mais c'est très complémentaire, effectivement. Hormis sur les fournitures, où finalement, le sujet est un peu pauvre au niveau réglementaire. Donc aujourd'hui, sur les fournitures scolaires, il y a peu de réglementation, donc c'est effectivement essentiellement la commande qui va pousser des choix meilleurs en termes de qualité de l'air. Mais bon, puisque la commande publique va aussi pousser, derrière les fabricants, les fournisseurs vont s'y mettre, peut-être petit à petit, si on sensibilise les enseignants, les parents, etc. Donc, après, donc, la réglementation peut-être aussi viendra un jour répondre aussi et pousser tout ça. Donc, je confirme cette complémentarité. Ouais. Merci. Il y a une question dans la salle, monsieur. Bonjour, Frédéric Thévenet, enseignant-chercheur à IMT Nord-Europe, l'ex-école des mines. Je voulais intervenir parce que j'entends beaucoup préconisations, recommandations, audits, réglementations. Mais en fait, toutes ces actions, elles s'appuient sur des données. Et pour l'instant, on peut dire qu'a priori, on peut s'appuyer sur les données de composition des produits. Mais ce qu'on a pu montrer dans différents projets, c'est que ce à quoi on est exposé, c'est généralement pas forcément exactement la composition du produit. Il y a une étape de transfert, par exemple, entre la composition du produit et l'exposition par contact, ou encore plus complexe, la composition du produit et ce qu'on va retrouver dans la matrice gazeuse à proximité du produit. Et ça peut être assez différent. Et j'ai l'impression qu'actuellement, ce qui manque, c'est quand même ce type de connaissance-là. C'est finalement à quoi est-ce qu'on est effectivement exposé, par inhalation par exemple, et qu'on peut, on l'a montré dans différents projets, pas forcément avoir une connaissance précise de ce à quoi on va être exposé par le compartiment aérien, simplement à partir de la connaissance de la composition du produit. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer un peu ces aspects-là ? Alors, je vais passer la parole aux intervenants. Après, je pense que c'était la présentation de Madame Martin où il y avait des présentations des essais en chambre d'émission qui avaient été faits, ce qui est une première partie, c'est du semi-terrain, on va dire. Et après, il y a aussi des études qui sont faites sur le terrain. Alors, je vais rendre compte d'une expérience qu'on a à la ville de Paris, où justement, dans le cadre d'une démarche crèche sans perturbateurs endocriniens, on fait des prélèvements et analyses de l'air avant la mise en place de la démarche. Et on en fait après la mise en place de la démarche. Alors, on ne sait pas tout doser, on ne sait pas, mais je pense effectivement que c'est ce type d'approche qui est intéressante. Donc, à la fois pour toutes les raisons de mécanismes de transfert, d'émissions un peu complexes, voire de réactions chimiques entre différentes choses présentes dans le compartiment gazeux, c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Et puis, c'est aussi important pour évaluer l'impact des actions, parce qu'on l'a vu au travers des 3 présentations, non seulement il faut faire, mais il faut aussi évaluer ce qu'on est en train de faire, enfin suivre pour s'assurer que c'est fait, et évaluer pour être dans une démarche qualité d'amélioration constante. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, effectivement. Et c'est pour ça aussi que la réglementation peut aider, parce que à l'échelle d'une collectivité, on peut mener des projets de recherche comme l'a fait Grenoble avec les Midieco, mais à un moment, on va se heurter à des limites techniques, scientifiques et financières où on sent qu'on va avoir quand même besoin d'être accompagné par des structures au rein solide. Alors là, il y avait le CSTB, mais je ne suis pas certain que toutes les villes, effectivement, soient en capacité de tout le temps tester tous les produits. Ça serait l'idéal, effectivement. Voilà, voire faire effectivement des prises d'échantillons, pourquoi pas le prévoir dans certains marchés. Mais c'est des coûts, c'est une démarche scientifique assez rigoureuse,
voilà, à titre d'exemple, nous, sur les peintures, on avait effectivement intégré des clauses, alors les fameux A+. On n'a pas voulu travailler sur les labels parce qu'avec les marchés publics, c'est label ou équivalent. Et quand on commence à être à ce niveau-là, à trouver l'équivalent d'un label, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut commencer à éplucher les cahiers des charges, quelle est la démarche qualité d'entreprise. Et donc sur cette question-là, nous, on s'était plutôt basé sur les rapports d'essai. On voulait les rapports d'essai des émissions et en fait, on faisait un calcul sur le niveau d'émissions en COV Toto, je crois, et un rapport, et on classait nos candidats par rapport à ça, par rapport à 5 ou 6 peintures qui devaient représenter peut-être 75 à 80%, je crois, des consommations. Et voilà, on avait essayé de faire quelque chose de cette façon-là, sachant que pour les peintures, la rouge et la peinture blanche, eh ben, c'est pas forcément le même rapport. Donc voilà, mais ça a permis de discréditer en tout cas un certain nombre de candidats. Pour les intervenants distanciels, si vous souhaitez compléter. Je partage tout à fait la question qui a été posée. Il y a une étude récemment là, qui a montré effectivement la réaction entre certains terpènes comme le limonène et puis les particules, les molécules d'ozone qu'il peut y avoir, et de voir comment ça pouvait être complètement potentialisé. Donc il y a effectivement il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup d'études à mener. Après, on va être aussi dans une stratégie d'évitement, c'est-à-dire se dire déjà être sur des produits complètement non parfumés. Enfin, il va y avoir des choses à mettre en œuvre en parallèle de ces actions de recherche en attendant, en fait, pour limiter ces expositions. Tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, c'est vrai que s'il y a plein de questions qui demeurent, je pense qu'il ne faut pas s'abriter derrière le « more research is needed » pour ne pas agir, parce qu'on sait que si on supprime quand même notamment tous les parfums qui n'ont aucune utilité, la plupart du temps, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique, quoi. Madame Martin, si vous voulez dire un mot. Sur ce point, effectivement, moi je rejoins, il n'y a aucune corrélation en fait, entre la teneur et les émissions dans l'air par rapport aux polluants. Par exemple, le formaldéhyde qui était cité dans les questions-réponses, le formaldéhyde qui est pour le coup un conservateur, mais aussi, voilà, par exemple, utilisé dans les cols, etc. Contrairement à la majorité des polluants composés organiques volatiles, dont les émissions des matériaux diminuent progressivement, celles du formaldéhyde, en plus, peuvent être stables et même persistantes. Donc, c'est bien les émissions du produit et même dans le temps qu'il faut suivre et non simplement la teneur dans le produit. Donc, c'est valable pour les fournitures scolaires, pour la voie d'exposition respiratoire. Mais après, voilà, ce qu'on ingère quand même, ça reste de la composition de produits. Donc, tout dépend des voies d'exposition auxquelles on est confronté. Après, voilà, je rejoins effectivement Olivier. J'ai insisté sur le rapport d'essai de l'étiquetage A+. C'est vrai que pour moi, c'est une base, même si c'est difficile à obtenir, parce que là aussi, les fournisseurs ne sont pas toujours hyper communicants sur ces rapports d'essai. Et pourtant, on devrait pouvoir les obtenir un peu plus facilement. Mais c'est vrai que c'est vraiment une première grosse exigence à mettre en face de la classe A+, c'est vraiment demander ces justificatifs. Et après, voilà, nous, c'est vrai qu'on va plus loin avec les labels, mais je rejoins, on pourrait mettre des niveaux d'exigence plutôt que des labels. Simplement, effectivement, ils sont assez faciles à obtenir, c'est pour ça que nous on les donne assez facilement en termes d'exigence. Mais voilà. On va peut-être prendre une ou deux questions rapidement, parce qu'on a déjà largement dépassé, mais comme on a commencé en retard et qu'on a eu des problèmes techniques. On a un peu de rab, Agnès. On peut manger un peu sur la pause, mais voilà. Donc il y a des questions aussi à distance. Oui, alors une première question peut-être plutôt pour Madame Moussa. Alors déjà un commentaire et une remarque, des remerciements pour votre travail et les outils qui sont accessibles à tous. Et la question plus précisément, c'est est-ce qu'un nettoyage du sol exclusivement à la microfibre et à l'eau est possible en crèche ? De plus, est-ce que l'utilisation du savon noir et du vinaigre c'est possible, sachant que le vinaigre n'est pas reconnu comme un désinfectant ? Alors, d'abord, c'est normal que les outils soient accessibles à tous. Ils ont été financés par des fonds publics et ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Alors, la microfibre et l'eau, il faut savoir que c'est vraiment une technique qui aujourd'hui est déjà à l'œuvre. Notamment, on parlait de Grenoble tout à l'heure au CHU de Grenoble, dans des maternités en Nouvelle-Aquitaine. Alors après, là, on va être aussi... Il
faut voir si, enfin, en routine, c'est-à-dire que quand on va être en contexte épidémique et qu'on va chercher une désinfection, voilà. Mais oui, la microfibre et l'eau, ça marche très bien de part. Alors, quand on est sur des microfibres de grande qualité, ce qui est trouvable facilement, c'est juste que, comme tous les produits qui sont à la mode, des fois, la qualité, on peut perdre. Sur le savon noir, c'est un produit simple qui est un produit détergent. Donc, c'est pour les sols et surfaces, c'est l'équivalent d'un savon. Donc, pareil, comme c'est aussi... il y a un effet de mode, il y a aussi des fabricants qui vont rajouter tout un tas d'éléments. Donc, si c'est du liquide, il peut y avoir des isothiazolinone conservés. Ils peuvent s'amuser à rajouter des huiles essentielles, etc. Donc, il faut quand même regarder la composition. Et puis, parfois aussi, le label peut aider à faire du tri. Et le vinaigre, pour finir, il ne peut pas être utilisé pour une étape de désinfection, ça c'est clair. Par contre, c'est un très bon détartrant du quotidien. Voilà. Juste un élément réglementaire, ceux qui revendiquent une indication désinfectante est réglementairement un produit biocide et à ce titre se voit appliquer la réglementation sur les produits biocides avec notamment pour les produits qui disposent d'une AMM, une évaluation des risques et de l'efficacité préalablement à la mise sur le marché. Un produit qui ne revendique pas une action désinfectante, par contre, est un produit ménager et ne rentre pas sous le coup de cette réglementation. Une autre question pour Monsieur Savy. La création d'un tel référentiel et son appropriation aussi par les services nécessite forcément des compétences et des connaissances. Comment, selon vous, on peut aider les plus petites villes à y parvenir ? C'est relativement difficile. Donc nous, le premier référentiel, on s'est fait accompagner par une société Verdi. On va dire qu'à l'échelle de la ville, effectivement, on a un service des risques urbains avec des compétences en santé environnementale. On a maintenant des gens sur tout ce qui est transition écologique et résilience. La seule voie qui, à mon avis, est probable, c'est vraiment le montant en compétences des services. Si ce n'est pas les collectifs, les villes qui peuvent l'être, les intercos doivent pouvoir monter sur ces questions-là, parce que on voit que ça devient très important. Enfin, tous les sujets qu'on a traités, la question de l'urbanisme, la question des achats publics, la question de la construction, la question de l'exploitation deviennent des sujets de plus en plus pointus, et puis les questions environnementales et sanitaires sont développées. Donc on a besoin d'un minimum de connaissances dans les collectivités, et puis aussi de structures de bureaux d'études qui soient aussi en capacité de répondre. Là, on a vu effectivement avec notre référentiel qu'actuellement, on n'a pas toujours les réponses, notamment sur les questions de bruit, qui sont adaptées à ce qu'on souhaiterait et qu'on reste encore dans comme on faisait avant. Et donc, c'est aussi un objectif, notamment au travers du pacte sur les bas carbone, de faire monter en compétence les acteurs, les architectes, les bureaux d'études, et puis aussi certains donneurs d'ordre, que ce soit les promoteurs privés ou les bailleurs sociaux, pour que c'est toute la chaîne qui augmente, et que, comme sur les achats publics, on ait des commandes d'aménageurs ou qui incitent effectivement à se développer, quoi. Donc la mutualisation, en tout cas, c'est une piste. Il reste une dernière question dans la salle, peut-être. Oui, c'est une question pour M. Savy, mais qui rejoint la précédente. Moi, je suis Marseillais, et en ce moment, il y a un plan école, dont je ne connais pas grand-chose, mais qui consiste à rénover un grand nombre d'écoles ou à en bâtir un certain nombre aussi. Et en écoutant les différents intervenants, aussi bien au niveau du bâtiment lui-même que de son équipement et de son utilisation, je vois qu'il y a beaucoup qui a déjà été fait, et je me demande quelles sont les possibilités de transfert justement de ces connaissances, et s'il y a des échanges entre les municipalités pour bénéficier de tout ce qui est déjà acquis. Oui, enfin là, on a donné nos coordonnées. Alors c'est vrai que
On n'a pas beaucoup communiqué sur ce document. Aujourd'hui, c'est une des premières présentations. C'était aussi pour ça qu'on voulait aborder cette question-là, parce que sur la qualité de l'air, on a un projet plus global, donc il y a aussi des expériences sur les marchés, sur les mesures, etc. etc. Donc, effectivement, échanger sur ces questions-là, il n'y a aucune difficulté. Après, peut-être que là, OSNI, la réglementation ne serait pas inutile. Un référentiel national sur ces, entre guillemets, le minima du minima qu'on doit demander à un établissement, ça pourrait être bien. Alors, je crois qu'il y a des guides qui sont parus au niveau de l'éducation nationale sur les différents, dans l'espace de travail bâtissant. J'ai pas encore fait le travail de comparer de ce qui était proposé au niveau national et de notre référentiel pour voir effectivement si on était sur des niveaux d'exigence beaucoup plus importants ou pas. Voilà quoi. Donc après, nous, on est tout à fait effectivement preneurs d'échanger pour voir effectivement peut-être aussi si on s'est trompé sur certains sujets, qu'on peut aller plus loin, faire plus simple, que la VMC c'est peut-être pas toujours les bonnes choses et qu'il y a des solutions innovantes très intéressantes à côté. Et ça, oui, ça peut être très utile pour tout le monde. Alors, peut-être pour conclure, il y a tout l'ensemble des référentiels qu'on a vus aujourd'hui. Il y a effectivement un certain nombre d'autres documents qui sont disponibles. Je pense notamment à la clause verte, qui est vraiment un outil très pratico-pratique qui regroupe des clauses à inclure dans des marchés publics pour répondre à un certain nombre de besoins. Par ailleurs, on parlait de réseau. Alors, il y a le CNFPT, je ne sais pas s'il y a des représentants du CNFPT aujourd'hui, qui est un outil quand même de formation et de passage de ce type d'informations auprès des services techniques des collectivités territoriales. Il y a le réseau français des villes santé de l'OMS qui regroupe quand même un certain nombre de communes françaises et qui est autour de ces sujets, alors notamment d'urbanisme favorable à la santé, et de développement d'infrastructures, y compris écoles, qui soient le plus favorable à la santé possible, un lieu d'échange assez intéressant et un espace de ressources documentaires. Je pense que ce foisonnement, alors qui peut apparaître comme un peu désordonné, illustre aussi le fait que c'est un sujet qui prend de l'ampleur, donc que toutes nos actions de sensibilisation et toutes les actions des participants à cette table ronde ont de l'effet, suscite de l'intérêt. Donc je trouve ça plutôt encourageant et je vous propose de conclure sur cette note positive, non sans remercier l'ensemble de nos participants pour la qualité de leur présentation et l'intérêt de ce qui a été présenté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Donc, juste avant de prendre une pause qui sera un peu raccourcie, nous en excusons en raison des questions techniques de démarrage, j'ai laissé la parole à Marie Verriel, puisqu'on parlait tout à l'heure d'exposition aux produits détergents, des agents d'entretien. Et donc, il y a un appel à volontaires qui va être lancé à l'instant par l'IMT Nord-Europe. C'est ça. Merci de me donner la parole. Donc oui, je suis Marie Verriel, donc je suis enseignante-chercheuse à IMT Nord-Europe, qui est le nom actuel de l'ancienne École des mines de Douai. Et je travaille donc depuis 10 ans sur les questions de qualité de l'air intérieur, notamment l'exposition des populations, leur activité et leur perception de la qualité de l'air dans leur environnement. On a été soutenu ces dernières années par l'ADEME pour travailler spécifiquement sur les émissions liées à l'activité des occupants et notamment à la pratique du ménage. Et donc on a pu montrer effectivement que l'exposition dépendait des produits. Il ne fallait pas uniquement se baser sur la composition de ces produits, mais elle dépend aussi beaucoup de la pratique. Et donc le niveau d'exposition peut changer, qu'on utilise un produit en nettoyant de surface, en nettoyant de sol, etc. Aujourd'hui, donc, on lance une proposition pour l'appel à projet ANSES, donc PNR-EST, où on voudrait se centrer sur une population qui est particulièrement exposée aux produits ménagers, qui est les agents de ménage dans les collectivités, dans les écoles, dans les entreprises. Et ces populations subissent une polyexposition, puisqu'ils sont en effet exposés aux polluants de l'air, mais aussi aux risques physiques liés à leur activité, à la précarité de l'emploi et puis aux horaires décalés, par exemple.
Donc on voudrait travailler sur l'exposition de ces travailleurs en s'intéressant particulièrement aux émissions des produits à usage professionnel, mais aussi en les équipant de solutions microcapteurs pour suivre précisément leur exposition et leur proposer des pratiques, des conditions d'aération ou tout un tas d'autres solutions qui permettent donc de diminuer leur exposition et qui soient acceptables pour eux. Donc dans ce projet, on emmène avec nous l'INRS et le CSTB. Et on aimerait bien aussi inclure des collectivités qui nous autorisent à équiper les agents de ménage, et puisque leurs pratiques ont des conséquences directes sur les occupants des bâtiments. Donc on a un poster dans le couloir, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra vous expliquer ce qu'on a fait dans ces projets de recherche et en quoi consiste ce nouveau projet sur les agents de ménage. Voilà. Si on pouvait mettre mon nom et mon adresse mail dans le chat, si on veut me contacter pour les gens qui participent à distance. Merci. Merci beaucoup Marie. Donc rendez-vous devant le poster effectivement de Marie. On va prendre une pause et nous reprendrons. Alors on va garder le décalage de 10 minutes qu'on avait au départ. Donc nous reprendrons à 11h10. Voilà, à tout à l'heure.